Euh, bon, je vais faire une présentation sur un sujet fabrication additive. Alors, comme vous l'avez vu, ça a été un peu, ça chahute un peu parce qu'on a eu un apéritif entre nous là. Entre nous, donc Alchimie, on fait partie d'un collectif, c'est le collectif des offres de solutions pour l'industrie du futur. Donc voilà, un ensemble d'entreprises qui ont des solutions qui transforment l'industrie. Et on avait choisi le moment de midi pour faire un mouvement convivial. Je vais me présenter avant de rentrer dans mon sujet. Donc, moi, je suis Franck Berrier, donc je représente la société Alchimie, qui est un concepteur fabricant d'imprimantes 3D. Et le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui et que je vais approfondir, la thématique, c'est découvrir pourquoi l'impression 3D est le futur des pièces fabriquées. Alors, si on parle d'imprimante 3D, de fabrication additive, hein, je vais utiliser les deux termes, les deux terminologies. Donc la fabrication additive, c'est les fabrications par couches. On empile des couches de matière les unes sur les autres pour former un objet. Le terme de fabrication additive, c'est une définition normalisée et c'est une définition qui est reconnue au niveau international. Le côté imprimante 3D, c'est plutôt une utilisation domestique. Voilà, pour distinguer les deux usages. Les terminologies. Donc, les usages, on va trouver le prototypage rapide. Alors, je m'intéresse à ce qui est industrie. Il y a d'autres domaines dans lesquels on va raisonner différemment sur le sujet fabrication additive. Mais pour l'industrie, on va voir ces quatre catégories. Le prototypage rapide, c'est le BE-ingénierie, le BE-design, le marketing produit. C'est de projeter un objet soit de forme, soit des éléments techniques, mais en tout cas commencer à projeter quelque chose qui va permettre d'amorcer un dialogue en interne au sein d'une organisation ou avec des clients pour chercher de l'approbation dans une ingénierie. Ensuite, on va avoir un volet qui va être le volet outillage rapide. Outillage rapide, ça va être les services méthode de fabrication, méthode de maintenance, service qualité. C'est d'avoir des produits qui vont contribuer à une fabrication guidée pour la rendre plus qualitative ou plus répétable. Voilà, la panoplie des outillages, c'est une panoplie qui est assez large. Donc des gabarits de contrôle, des systèmes de fixation pour de la pose, des moules, etc. etc. Aujourd'hui, l'utilisation de la fabrication additive est majoritairement orientée prototypage. Il y a un énorme gisement derrière ce volet-là, mais qui n'est pas encore perçu par les industriels. Ensuite, quand on va plus loin, on va avoir les fabrications rapides. Il s'agit de produire des pièces qui vont être utilisées en tant que telles, en tant que pièces, ou bien qui vont rentrer dans la composition de production plus complète. Là, on change de niveau d'exigence, puisqu'il va s'agir de pièces qui vont partir chez les clients, donc des pièces sur lesquelles on va avoir des normes qui vont s'appliquer, qui sont celles du métier du client, et on va avoir la garantie du fabricant de l'ensemble fabriqué, qui devra inclure aussi la garantie sur ces pièces fabriquées. Voilà, et ensuite un autre volet, les pièces de maintenance et les pièces adaptatives. Là, ça va concerner les services de maintenance, et dans ce cadre-là, c'est des pièces de réparation ou des pièces qui vont adapter un procédé vis-à-vis de nouvelles contraintes. Et c'est là qu'on emploie plutôt le terme de pièces adaptatives. Donc des nouvelles contraintes parce que la machine a été mal designée, ou alors parce qu'on a des évolutions de process qui font qu'il faut réadapter la machine à un nouveau contexte. Voilà. Le futur d'ici 2050. Alors, pour évoquer le futur 2050, j'ai une diapo que je vais évoquer juste après, mais je vais faire une introduction. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on a réussi à prendre jusqu'ici beaucoup de raccourcis sur le coût de l'énergie, sur le coût de la matière. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui sont des facteurs variables sur lesquels on a pu globalement fonder une stratégie qui était à peu près long terme et qui était à peu près linéaire. Pour faire un petit coup de rétroviseur, si je pars de 2018, en 2018, on avait les gilets jaunes. Ça a secoué sévère. Ça a secoué pour nos gouvernants, mais ça a secoué aussi pour l'industrie. 2020, on avait le Covid. Donc le Covid, là, ça a été une sacrée claque que beaucoup de monde s'est pris. Hein. Les industries ont beaucoup souffert, les particuliers aussi, repris chez lui. Ensuite, libération post-Covid.
Augmentation du coût des matières, bah, évidemment, tout le monde se jette sur les ressources parce qu'on a envie que ça reparte. Donc ça a secoué. Ensuite, guerre en Ukraine, plus récemment. Donc là, une redistribution de géopolitique mondiale. Le coût de l'énergie, là, les industriels, bah, c'est un sujet récurrent, permanent et de tous les jours. Un peu dans les conséquences, on a aussi des pénuries alimentaires mondiales. Pourquoi? Parce que on a des pays qui se sont spécialisés sur des produits pour de l'export, sur des produits alimentaires, et qui ont oublié leur agriculture vivrière. Donc à partir du moment où on bloque les échanges mondiaux, on a des pays qui sont mal parce qu'ils n'ont plus de blé, ils n'ont plus d'aliments pour se nourrir. Ça a un secou sévère aussi. Et puis le dernier événement, c'était l'été passé, où on s'est rendu compte en France que finalement, la transformation, l'impact climatique était très loin d'être neutre. On a eu des feux de forêt comme on ne les a jamais eus. Et pour certains qui auront suivi l'actualité, le Pakistan, un pays, alors je ne sais plus combien de centaines de millions d'habitants, je ne sais plus si 150 ou 250, un tiers du pays qui était sous l'eau. Ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais connu ça. Donc ça secoue sévère au niveau climatique. Ça, c'est pour donner un coup dans le rétro, pour se dire ce que l'on va vivre en termes de complexité du monde, ou d'un monde qui est imprévisible, eh bien on est déjà dedans. D'accord? On est déjà dedans. Pour prendre un document qui soit à peu près consensuel sur une projection du futur, ça c'est un document ADEME, que vous pouvez retrouver sur Internet évidemment. ADEME qui a publié un rapport fin 2021 en essayant de projeter 4 modèles d'organisation de la société: génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, pari réparateur, pour avoir une neutralité carbone en 2050, ce qui permettrait d'avoir une augmentation de seulement plus 2,1 degrés à l'échelle de la planète en 2100. Donc c'est 4 chemins cohérents, donc 4 chemins qui ont chacun leur raison d'être, qui ne peuvent pas, on ne peut pas faire des choix entre eux, ça doit être des choix de société. Mais si on regarde un petit peu de détail, alors on ne va pas aller dans le détail, mais c'est pour... On voit qu'il y a toute une cohérence sur la société, l'alimentation, l'habitat, la mobilité des personnes, etc. Et on a des modèles de 4 chemins qui ont chacun leur cohérence et qui sont très différents. Ici, le pari réparateur, moins 10% de consommation de viande, on compense par des protéines végétales ou des cultures de larves pour amener de la protéine. Ici, on est dans un scénario où on divise la consommation de viande par 3. D'accord? Ici, on reste à peu près sur les modes de transport. Ici, la moitié des trajets, c'est à pied ou à vélo. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui a été publié à la veille des élections présidentielles. Il y a eu quelques débats ou quelques idées qui ont été soulevées à l'occasion de la campagne, mais ce n'est pas quelque chose qui a été approfondi. Ceci étant, pour une neutralité carbone, ça, c'est des choix qui devront être des choix de société. Et vis-à-vis de cela, on a l'industrie qui va devoir avancer, d'accord, qui va devoir projeter des choses, moyen terme, long terme. D'accord, ça amène un environnement avec de l'incertitude. Voilà. Donc ce document, il est disponible et il est intéressant. Et puis l'industrie, elle est aujourd'hui ici. Il va falloir qu'elle imagine des perspectives vis-à-vis de ces différents scénarios. L'industrie, c'était pendant très longtemps des développements en cascade. C'est-à-dire on avait un cahier des charges, on allait chercher une requête de besoin. Sur la base de ce cahier des charges, on passait en mode sous-marin, design, développement, test, déploiement, et puis là, ça partait au niveau du public. Voilà. Donc ça, c'est des modèles qui vont devenir obsolètes. Ils sont en train de le devenir déjà. Mais le temps est un peu long pour changer ces modèles-là. On a l'informatique qui a démarré sur ces approches-là depuis longtemps. C'est ce qu'ils ont développé et qu'on appelle la méthode agile. L'idée est de faire des petites itérations, toujours en étant en contact avec son public. Petite itération, donc on atteint une partie de la cible et puis une partie un peu plus importante. Et puis, à la fin, on atteint la cible. Sachant qu'au passage, ça a pu complètement dériver. Mais on arrive beaucoup moins... on ne sort pas la tête de l'eau en ayant un produit fini qui, à la fin, on n'est même pas sûr qu'il a encore son marché. C'est un peu ces modèles-là qu'on retrouve dans le principe du modèle agile. On ne commence pas à développer la roue, puis le châssis, puis un bout de carcasse, puis à la fin la voiture. On commence par la trottinette, par le skateboard qui
va, dans l'itération suivante, être la trottinette, le vélo, la moto, puis pour à la fin se terminer à la voiture. Et là, il y a beaucoup plus de capacité de réaction. Donc ça va être des nouveaux modèles de conception, déjà appliqués à l'informatique, et il va falloir penser en open innovation, il va falloir revisiter la façon dont les bureaux d'études se comportent. La fabrication additive, c'est un modèle qui tombe exactement en face, puisque ce mode de développement agile, il va falloir faire correspondre des modes de fabrication agile. Voilà, donc la fabrication additive, c'est un moyen d'opter pour l'agilité. Et il va falloir l'intégrer dans les process de fabrication. Pas seulement dans les process de prototypage, mais se donner de l'agilité dans la fabrication. C'est la capacité à réagir d'un jour à l'autre vis-à-vis d'une influence. Donc de l'idée à l'objet, avec la fabrication additive, on va être beaucoup plus rapide pour passer de l'idée à l'objet. Et une fois qu'on aura créé l'objet, la notion d'adaptation, elle devra rester constamment disponible. Et la fabrication additive permet en permanence d'aller remodifier une création que l'on aurait faite ou un produit que l'on aurait fait, parce que le procédé n'est pas figé. C'est pas comme un moule où quand on a injecté dans un moule, on va répéter de nombreuses itérations, mais le moule, on ne le changera pas. Et puis s'il faut 2 moules, c'est pas la même chose que de faire une projection sur une pièce pour un besoin, et puis l'heure suivante, une projection d'une deuxième pièce répondant à un autre besoin. On va retrouver dans la fabrication, aujourd'hui on la trouve aussi et il va falloir qu'elle se développe pour amorcer et clore des cycles de vie produits. L'introduction d'un produit pour le dérisquer avant de figer des outillages qui sont des outillages figés. On va pouvoir introduire par de l'additif, ensuite produire avec d'autres procédés de fabrication qui sont plus en volume et qui vont répondre à des contraintes d'itération nombreuses. C'est un modèle qui pourra subsister. Et ensuite, en fin de vie, on a toujours la problématique, il y a un moment ou un autre, où conserver ces outillages, les changements de gamme dans les procédés de fabrication sont coûteux en temps, donc coûteux en argent. Donc reprojeter ces mêmes fabrications sur un procédé additif qui n'a pas de besoin de tendre des changements de gamme, voilà, c'est une nouvelle valeur qu'apportent les fabrications additives par rapport aux autres procédés plus conventionnels. Et ensuite, la notion de personnalisation. On reproche à la fabrication additive d'un process lent. Alors, nous, on aime à dire que c'est toujours relatif parce que ça dépend de la valeur et de ce qu'on met dans la fabrication. Mais en tout cas, depuis un clic internet, passage de commande, jusqu'à une livraison de pièces chez le client, dans le format désiré, dans la couleur désirée, eh ben, la fabrication additive est et demeurera le procédé le plus rapide. Voilà. Donc, en termes de personnalisation, on a aussi donc, et de variantes possibles, la fabrication additive est le procédé par excellence. Opter pour l'agilité et aussi opter pour la frugalité. Voilà, ça c'est un terme qui va revenir et qui était sous-jacent à l'introduction que j'ai faite sur le sujet ADEME. Frugalité en énergie. Le procédé par extrusion de filaments fondus, c'est un procédé où on a de l'énergie qui est mise en jeu pour chauffer de la matière. Donc c'est sur un bloc chauffant qui est extrêmement petit. Chauffer de la matière, la mettre en fusion, et ensuite, une fois qu'elle a déposé, tout de suite on la refroidit par ventilation pour la figer à nouveau. Donc c'est un procédé qui est très peu énergivore. On va aussi chauffer le plateau pour créer un effet de ventouse pour maintenir la pièce sur le plateau le temps qu'on la structure, qu'on la monte. Ensuite, on va refroidir le plateau. L'effet ventouse, on va se libérer de l'effet ventouse et on va pouvoir reprendre la pièce. Frugalité en matière. En fabrication additive, avec ce procédé FFF, on fait des pièces qui sont creuses. Creuse, ça veut dire moins de matière engagée, ça veut aussi dire moins d'énergie engagée. Et après, si on continue un peu plus loin l'exercice, c'est des pièces plus légères, donc le transport est facilité, et les moyens pour transporter, on va pouvoir transporter au travers de peut-être à la main, et au lieu de transporter ou de déplacer avec des outils, ou des engins, disons. Voilà, ensuite, un volet recyclabilité et reformage, toujours sur ce même procédé. Là, on a l'illustration d'une pièce qui est ici.
Cette pièce, c'est 70%, pardon, c'est 30% de polypropylène recyclé et c'est 70% de matière qui provient de la déconstruction de bâtiments. Donc c'est du déchet industriel. Voilà. Et cette matière, en l'occurrence, elle va servir à faire du mobilier urbain. Voilà. Il n'y a pas de mauvais usage, il y a juste des matières qui sont adaptées à des usages. Et là, il va falloir repenser l'utilisation des matières. Et le procédé additif offre une capacité de réemploi de matière qu'on n'a pas sur d'autres procédés. Voilà. Ensuite, un autre volet, exploiter l'additif. On a une technologie qui est très particulière dans l'additif, du fait qu'on dépose les éléments de matière pour constituer la pièce. On va pouvoir constituer des fabrications qui sont beaucoup plus souples et qui ont beaucoup plus auxquelles on va pouvoir apporter de la fonctionnalité, d'accord, apporter de la fonction aux fabrications. Là, j'ai par exemple une pièce qui, sortie sur un lit d'impression, se trouve comme cela. Je la détache du plateau et ensuite je commence à tourner un constituant de la pièce, qui est une vis en l'occurrence. Il y a un filetage qui est automatiquement actif et je vais avoir ma tablette qui va être fonctionnelle. D'accord ? Ça, c'est intéressant et c'est quelque chose dont il faut user et abuser, puisque c'est de la matière grise que l'on va faire pour faire cette fabrication à haute fonctionnalité. Et cette matière grise, eh ben, on va peut-être amener plus de fonctionnalité au moment de la fabrication et on va se simplifier ou amener des services supplémentaires à l'objet. Là, je vais détailler cet aspect-là. Je te laisse faire circuler. Je vais détailler cette fonctionnalité et pour ça, je vais m'appuyer sur deux corsets. Voilà, deux corsets de industrie médicale. Donc ça, c'est deux itérations. Il faut savoir que le métier du corset, donc les prothèses-orthèses, c'est un bloc de polyuréthane qui est usiné. On a fait un scan 3D de la personne, on usine le bloc polyuréthane, et ensuite on vient mettre un film de polymère qui va entourer le bloc de polyuréthane qui vient d'être usiné, et ensuite on va tailler dans le film polymère pour ressortir une forme qui va ressembler à peu près à celle-là. Le bloc de polyuréthane, il est là juste pour pouvoir entourer la feuille de polymère autour. Il n'a aucun autre usage, c'est-à-dire qu'il rentre chez le praticien, il ressort et il va dans la benne des déchets. Pareil, sur la plaque de polymère, eh ben, finalement, il y a à peu près 30% de la plaque en elle-même qui va ressortir et qui va aller directement dans les déchets, qui ne sera même pas passé sur le patient. Là, en additif, on produit une forme qui est où on a très peu de déchets. Alors, je ne vais pas dire pas de déchets parce que sur la base de la prothèse, enfin du corset, il va falloir quand même faire quelque chose qui puisse adapter la forme à la taille. Mais nous, on en a besoin sur la fabrication de la faire reposer sur un plan. Donc, on va monter la structure petit à petit, on va tailler un morceau. On va d'ores et déjà, dès qu'on a fait cette fabrication, amener un nouveau service. Ici, on a une partie qui est plus rigide, parce qu'on a une épaisseur qui est supérieure au reste du corset, ce qui veut dire qu'on va avoir de la rigidité sur certains points et de la souplesse sur d'autres. Ça, c'est un confort aujourd'hui, alors ça, c'est pas sur le marché encore, hein, où ça commence à arriver dans certains pays. Ça, c'est un niveau de confort que n'ont pas les utilisateurs de prothèses aujourd'hui. Mais voilà, on a fabriqué un additif, on a économisé de la matière et on a amené de la fonctionnalité, on a amené de la fonction. Voilà. Je vais vous le faire circuler pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça, c'est une évolution. Donc, c'est un modèle, c'est des itérations successives. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a amené d'autres fonctions. On a amené la capacité à rendre respirante le corset. On a créé aussi une ouverture. Voilà. Et la pièce, on va l'imprimer comme ça. Et quand on va l'imprimer, on aura déjà prévu un renfoncement voilà, sur cette partie-là pour pouvoir la découper ensuite avec un outil tranchant et guider la coupe. Voilà, guider la coupe, guider la découpe de la pièce. Et une chose qui va être ajoutée aussi, c'est les points d'accroche ici. Les points d'accroche pour rajouter les scratchs sur le modèle qui circule ici. On découpe et ensuite on vient rajouter des rivets, on vient rajouter des éléments et on crée un matériel composite. C'est-à-dire quand il va falloir s'agir de le recycler, il va falloir démonter ces éléments pour permettre son recyclage. La probabilité que ça survienne, le fait d'enlever les éléments, elle est faible.
Résultat, ça va partir dans une benne de déchets mélangés. Voilà. Et là, sur cette pièce-là, je retire les scratchs. Et lorsque la personne a grandi, le corset va rejoindre le conteneur des corsets à recycler, mais on sera dans une matière unique. On est dans une matière unique, on reste sur du polypropylène. Voilà. Ça, c'est pour illustrer. Et c'est quelque chose, il faut en abuser, en user, en abuser. Donc, c'est de la matière grise que l'on met là-dessus. Et on peut créer des cycles et des choses extrêmement vertueuses par les fabrications additives. Voilà. Donc, on va poursuivre. Donc, depuis 2006, Alchemy est un concepteur fabricant d'imprimantes 3D. On est à Dieuze en Moselle. On a un centre de formation qui s'appelle OpenEdge. Et on forme les industriels à la fabrication additive. Et moi-même, Franck Berruyer, Val Digital, je suis sur le développement commercial sur l'Est de la France. Et on a une gamme de machines, voilà, depuis une vingtaine de litres jusqu'à 1 mètre cube ici. On est en train de développer une machine pour des pièces de 8 mètres cubes. Et en fait, notre savoir-faire, c'est impacter les activités industrielles par les fabrications additives pour justement les inviter à avoir des réflexions de cet ordre-là. Voilà. Et pour qui souhaite explorer ces sujets de fabrication additive pour impacter son métier, le premier conseil que je donne, c'est formez-vous. Voilà. Si vous voulez poursuivre la discussion, moi je suis en E12, où je tiens mon stand. Voilà, je vous invite à passer. Et puis, je ne sais pas si j'ai du temps pour des questions, j'ai pris un peu de temps. Voilà, on aura peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas qui est à la suite. C'est vous qui êtes à la suite? Jean-Luc, c'est toi après? Ok. Bah écoutez, je vais laisser la place à Jean-Luc parce que j'ai 3 minutes de retard. Et par contre, je vous invite à me retrouver sur mon stand si vous avez des questions, j'aurai plus de pièces, etc., etc. Voilà.